Live, réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et nous allons revenir aujourd'hui sur l'anxiété avec notre psychiatre Frédéric Fanget. Alors Frédéric Fanget vient de sortir une bande dessinée très pratique et particulièrement claire qui va peut-être vous aider à mieux comprendre justement de quoi on parle quand on parle d'anxiété. En tout cas, il a constaté qu'elle est nettement en augmentation et ce depuis la Covid et évidemment sans nul doute à cause du confinement. Le confinement qui a sans doute fait remonter chez certains d'entre nous des angoisses profondes. Mais ce qui est inquiétant, c'est que c'est surtout les ados qui semblent très touchés par l'anxiété. Donc on va en parler ensemble et Frédéric Fanget va dans un instant nous donner les raisons de cette augmentation. Il pourra aussi nous expliquer ce qu'est l'anxiété et puis vous proposer des pistes pour mieux pouvoir la dépasser. Alors si vous vous sentez particulièrement concerné par le sujet, soit parce que vous-même vous souffrez d'anxiété ou parce que vous vivez peut-être avec un grand anxieux, ce qui n'est pas facile, parce que si vous n'avez pas les outils pour aider votre partenaire à mieux gérer son anxiété, du coup ça vous rend certainement beaucoup plus anxieux. Et puis surtout, l'anxiété, eh bien c'est un trouble émotionnel qui nous rend la vie difficile. Les raisons, elles sont souvent différentes suivant les individus, et c'est ce qu'on va essayer de voir grâce à vous, grâce à chacun de votre témoignage. Donc n'hésitez pas à nous appeler, et pour ça vous faites le 0826 300 300. Bonjour Frédéric Fanget. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute. Vous avez écrit déjà beaucoup d'ouvrages. Et alors là, vous vous êtes lancé sur une bande dessinée, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, coécrite donc, enfin plus exactement dessinée par Pauline Aubry, je pense, et coécrite avec Catherine Meyer, hein, c'est bien ça. Et ce qui est intéressant, Catherine Meyer au scénario et Pauline Aubry au dessin. Et vous êtes l'acteur de cette bande dessinée puisque on vous a dessiné dans ce livre. Alors j'ai trouvé, mais ça je vous l'ai déjà dit la dernière fois, j'ai trouvé que c'était très pratique et très clair pour ceux qui nous écoutent et qui sont anxieux. On sait qu'ils sont nombreux. Parce que justement la bande dessinée, ça permet d'avoir une manière plus, grâce au dessin, hein, bien sûr, une manière plus, comment dirais-je, plus concrète d'expliquer de quoi on parle. Grâce au dessin et à la scénariste, parce que moi ça m'oblige à condenser mon message sur les choses qui apparaissent finalement les plus importantes et concerner le plus grand nombre. Et effectivement, le dessin donne une force au message qui m'a moi-même surpris agréablement. Alors, il semblerait qu'il y a 25% de plus d'anxiété dans notre société, vous confirmez ? Oui, c'était déjà un trouble très fréquent, mais vous l'avez dit, le Covid et l'enfermement subi, surtout chez les jeunes générations, à un âge où on a envie de sortir, on a envie de rencontrer des gens, ça a été quand même assez toxique. Et alors, pourquoi même si on a évidemment quelques idées, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer justement en tant que psychiatre pourquoi ça a provoqué plus d'anxiété ? Ça a provoqué plus d'anxiété, je le disais, chez les jeunes parce que c'était un frein à leur autonomie, à leur indépendance, à leur tentative d'action. Vous savez que cette période du début de l'âge adulte, de l'adolescence, c'est aussi la période où on prend confiance en nous. Et comment on fait pour prendre confiance en soi ? Eh bien, on va à la rencontre des gens, on va au travail, on s'expose au public à prendre la parole, on s'expose à la séduction, tout ça, qui sont des choses qui n'ont pas été permises. Donc les gens n'ont pas eu de retour sur leurs compétences, leurs capacités. Et puis ce frein obligé qui était le confinement, qui nous empêchait de faire au fond ce qu'on voulait. Et en fait, ces jeunes générations ont été très touchées parce qu'elles n'avaient pas eu l'expérience de ça auparavant. C'est un phénomène tout à fait nouveau. L'autre aspect traumatisant en psychologie, toujours, c'est l'aspect imprévu de ce Covid qui nous est tombé dessus. L'aspect brutal, tout d'un coup, on s'est retrouvé enfermé très très vite. Donc, vous voyez des tas d'éléments qu'on va retrouver dans d'autres formes d'anxiété, pas uniquement liées au Covid d'ailleurs. Oui, j'ai pensé aussi en préparant l'émission, parce qu'évidemment on sait tous que la Covid a été un des facteurs aggravants de l'anxiété. Je me suis dit aussi que les réseaux sociaux et tout ce qui empêche le lien social réel doit peut-être augmenter aussi l'anxiété chez des personnes qui sont peut-être un peu trop seules ou qui sont peut-être un peu timides, qui finalement n'ont plus de capacité à être en relation avec les autres. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ça ? Alors on voit les deux.
je voudrais quand même dire aussi, surtout dans ma clientèle, que j'ai beaucoup de personnalités introverties qui, au fond, ont été très très bien pendant la Covid et l'enfermement. Parce qu'il y a des gens pour qui, les gens qui souffrent d'anxiété sociale, c'est une terreur d'aller vers les autres. C'est une peur terrible, angoissante. Donc ils étaient bien tranquilles chez eux. Ils étaient tout contents que leur docteur les appelle au téléphone ou en visio chez eux, pas avoir à se déplacer, pas avoir à affronter le regard des autres dans une salle d'attente. Donc il faut quand même comprendre, c'est vrai qu'on est dans une société qui plaide beaucoup à l'extraversion. Et moi, mes introvertis souffrent de ça d'ailleurs, ils n'ont pas l'impression d'être reconnus. Donc on a une partie de la population qui a bien vécu. Maintenant, c'est sûr que les personnes qui vivent plus à travers le lien aux autres, qui ont besoin de l'opinion des autres sur eux, qui ont besoin de la relation pour se rassurer, eux ont plus souffert. Alors vous définissez dans cette BD, Frédéric Fanget, différentes caractéristiques dans l'anxiété, notamment par exemple l'hypocondrie, le TOC. Donc c'est finalement l'anxiété, ça regroupe énormément de comportements. Alors, les psychiatres parlent des troubles anxieux en général. Je vous ferai remarquer d'ailleurs qu'on parle de troubles et non pas de maladies. On va sûrement y revenir, mais il ne faut pas considérer que l'anxiété, c'est un personnage, c'est un diagnostic. L'anxiété, ça nous touche tous. Il y a une anxiété normale, une anxiété de performance, avant de prendre une parole à l'antenne, par exemple, ou de passer un examen oral au baccalauréat, là, qui va bientôt arriver. Vous voyez, tout ça, c'est une anxiété qui est motrice. Et puis, il y a des gens chez qui cette anxiété, elle va être très très importante en quantité d'abord. Ils vont être envahis toute la journée par des pensées anxieuses, ils vont avoir des symptômes dans leur corps, etc. Et à ce moment-là, ils vont avoir des handicaps dans leur vie, c'est-à-dire ça va devenir un véritable trouble. Pour être précis, les classifications internationales des maladies mondiales, la fameuse DSM ou la CIM, décrivent différents troubles anxieux. Je vais aller très vite, mais les plus fréquents, c'est quand même ce qu'on appelle le TAG. Alors le TAG, c'est pas la peinture sur les murs, c'est le trouble anxiété généralisée, qui est une maladie qui touche plus de 5% de la population. Vous avez l'anxiété sociale, alors c'est un thème dont vous entendez beaucoup parler, vous Brigitte, bien sûr, puisque c'est cette peur des autres qui fait que, par exemple, les gens restent célibataires, ils n'osent pas draguer, ils n'osent pas rentrer dans une relation amoureuse, qui est elle aussi très fréquente. Il faut compter bien aussi 5% de la population. Et j'attire votre attention, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, sur le fait que l'anxiété sociale est le trouble anxieux le moins féminin, je dirais, ou le plus masculin. Parce que les troubles anxieux, tout confondus, ont une légère prédominance féminine, sauf l'anxiété sociale qui, elle, est prédominante chez les hommes. On en reparlera parce qu'évidemment, la timidité, ça va pas très bien avec le caractère masculin. Ensuite, vous avez un autre trouble très fréquent qu'on appelle le trouble panique. Beaucoup d'auditeurs ont vécu ce qu'on appelait des crises d'angoisse, des attaques de panique, soit qui surviennent toutes seules comme ça, qui semblent tomber du ciel sur la tête des gens sans prévenir, soit qui surviennent lorsqu'elles affrontent certaines situations, comme par exemple s'éloigner de chez elles, prendre les transports en commun, les tunnels. À ce moment-là, on va parler de troubles paniques avec agoraphobie, etc., etc. Je ne vais pas tous les citer, on en décrit 12. Mais voyez qu'effectivement, tous les anxieux ne sont pas les mêmes et tous les troubles ne sont pas les mêmes. Alors, ce dont on parle aussi assez souvent, c'est les phobies, par exemple. Vous mettez ça aussi dans les troubles anxieux ? La phobie, ça fait partie des troubles anxieux. Alors, il y a des petites phobies, je dirais, les phobies d'animal et tout, qu'on appelle des phobies spécifiques, où la personne a juste peur d'une chose précise, phobie des chats, phobie des chiens, phobie des araignées, phobie de ce que vous voulez, phobie du noir, phobie du vide, phobie des ponts. Bon, si c'est une seule phobie spécifique, il ne faut pas que les auditeurs s'inquiètent. Sauf si cette phobie a une répercussion sur leur vie. Je vous prends un exemple. J'ai eu, au début de ma carrière d'ailleurs, une steward d'une compagnie aérienne qui s'est mis à faire une attaque de panique au cours d'un vol et qui s'est mis à avoir phobie de l'avion. Alors, phobie de l'avion, chez moi qui le prend une fois par an, c'est pas un problème. Mais chez une professionnelle, c'est devenu un problème. Mais ces phobies spécifiques, disons que nous, on en a peu en thérapie, parce que je dirais, il faut pas trop se pathologiser les uns les autres. Oui, on a tous nos petites phobies, quoi. Voilà. Oui, on s'en arrange. Mais justement, vous m'avez pas tellement vu venir, Frédéric Fanget. Mais est-ce que il y a des phobies sexuelles qui peuvent justement complètement nuire à la sexualité dans la relation et donc nuire au lien amoureux? Alors, ce que j'ai, puisque vous savez que j'ai une formation au départ aussi de sexothérapeute, ce que j'ai constaté en 30 ans de carrière, c'est des choses les plus fréquentes, je vais vous les donner. La première, mais vous la connaissez bien, c'est l'anxiété de performance de l'homme qui a peur d'éjaculer trop vite et qui du coup éjacule trop vite. C'est-à-dire qu'on sait bien que les éjaculateurs précoces, si on arrive à leur enlever
ces idées de je dois la faire jouer, enfin ces espèces d'impératifs qui se fixent à eux-mêmes, on va grandement améliorer la chose. Donc ça, c'est vraiment très, très, très fréquent. L'autre chose assez fréquente, mais qu'on sait peut-être moins parce que les femmes n'osent pas le dire, c'est chez mes femmes obsessionnelles qui souffrent de troubles obsessionnels compulsifs, une peur de la contamination par le sperme qui, dans leur mental, est quelque chose de sale qui peut véhiculer des contaminations. C'est pas rare du tout. Et ça peut être masqué derrière d'autres symptômes, comme par exemple des vaginismes, c'est-à-dire des refus de pénétration, qui en fait ne sont pas des vaginismes vrais, c'est simplement une peur de la contamination par le sperme qui font que ces femmes vont refuser les rapports sexuels. Bon. Alors effectivement, l'anxiété dans la sexualité, on la retrouve aussi dans la rencontre, bien évidemment. Je vous parlais de mes introvertis tout à l'heure ou de mes anxieux sociaux. On a un taux de célibat anormalement élevé chez les anxieux sociaux parce qu'ils n'osent pas se déclarer. Et malheureusement, ils peuvent rester seuls. Donc ça aussi, c'est un phénomène très, très fréquent qu'il faut savoir dépister et vaincre parce que les parents comprennent pas, mais enfin, t'as toujours pas de fille ou toi, t'as toujours pas de garçon. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils sont trop timides et qu'ils osent pas aborder. Et parfois, ils gardent en fantasme l'histoire amoureuse sans jamais se déclarer. Eh bien, il y a du boulot, Frédéric Fanget. On n'aura pas assez de ces 2 heures pour régler les problèmes d'anxiété de nos auditeurs. En tout cas, vous pouvez réagir 0826 300 300, quel que soit votre trouble anxieux. Et puis, dans un instant, c'est Lionel qui sera avec nous. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons aujourd'hui l'anxiété en compagnie de Frédéric Fanget à l'occasion de la sortie de cette bande dessinée, Le Club des Anxieux qui se soigne, aux éditions Les Arènes. Et bonne nouvelle, en effet, on peut aller mieux malgré beaucoup d'anxiété. Alors Lionel, vous êtes avec nous. C'est pas vous qui êtes anxieux. Je crois que c'est au sujet de votre fille que vous avez besoin de conseils. Bonjour Lionel. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Fanget et à toute l'équipe. Bonjour Lionel. Oui, bonjour. On vous écoute, allez-y. Alors non, c'est pas moi. Moi, je fais plus office de tête brûlée. J'ai eu une adolescence en fait où j'ai tout de suite été confronté à la prise de parole. En fait, j'ai fait beaucoup de travail de serveur pendant toute ma scolarité. Ça aide beaucoup en fait à prendre confiance en soi et à savoir aborder les gens et avoir du social. Et effectivement, je pense que l'anxiété, c'est d'abord une crise de confiance. En fait, j'ai l'impression. Et je sais que alors moi, mon épouse est quelqu'un de très anxieux. Alors ça a eu un intérêt de me canaliser quand même quand moi je voulais foncer droit devant et voilà, quitte à prendre un mur. Voilà, ça a eu tendance à me traîner un peu et c'est très bien comme ça. Je pense que c'est un bon équilibre en fait, tout simplement. Et par contre, ma fille, oui, qui a 19 ans, elle est vraiment très anxieuse. Le Covid a rien fait pour arranger, bien évidemment. Pourtant, on n'a pas eu à la maison de crise, on va dire, d'anxiété majeure par rapport à ça, ni par rapport au confinement, ni par rapport, mais elle l'a moins bien vécu, je pense. Ma petite, pas du tout, qui tire beaucoup plus de mon côté, qui est aussi une tête brûlée, donc du coup, elle l'a vécu tout à fait normalement, elle était contente au final d'être libre. Et alors, voilà. Ça se manifeste comment, l'anxiété de votre fille qui a 19 ans? Ça se manifeste par tout un tas de, je vais mettre entre guillemets symptômes, c'est-à-dire la peur de manquer, la peur de sortir, la peur qu'il arrive quelque chose, qu'elle rate son avion et qu'elle perde ses valises et machin. Et en fait, si vous voulez, je trouve qu'il y a une gradation en fait négative au fur et à mesure que le temps passe. Et c'est un peu compliqué. Alors on l'a emmené voir un psychologue pour voir un petit peu, pour qu'elle en parle. Oui. Un pédopsychiatre pour qu'elle en parle un peu, pour qu'elle se livre un peu, parce que des fois c'est pas évident. Moi je pense que mon épouse n'était pas la meilleure interlocutrice, étant donné qu'elle aussi a ce genre de symptômes. Donc moi je suis pas non plus le bon interlocuteur, parce que concrètement moi c'est quelque chose que je ne comprends pas, même si j'entends, je vois, mais c'est vrai que ça me dépasse tellement, c'est tellement pas en fait mon univers que c'est très compliqué bien sûr, en fait bien sûr. à aborder. Donc la BD sera, je pense, chez moi assez rapidement. Oui, je pense que déjà. Je vais prendre 2 exemplaires. Un pour votre femme, un pour votre fille. Non, mais en plus, je trouve que l'avantage d'une BD, c'est facile à offrir ça à un adolescent parce que c'est beaucoup plus, c'est moins rébarbatif évidemment. Frédéric Fanget, qu'est-ce que vous pouvez dire à Lionel? Alors, juste au passage sur la BD, moi ce que je conseille souvent c'est de la lire un peu en famille, c'est-à-dire que vous en lisez un bout et puis quand quelqu'un de la famille trouve quelque chose d'intéressant, par exemple votre fille, elle en parle avec vous, voyez.
C'est-à-dire que c'est un outil de discussion. Alors, ce que j'en pense, c'est qu'on a des gens, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette jeune génération, à l'âge où on doit justement s'affirmer, sortir, prendre confiance en soi, c'est terrible. La Covid, avec ça a quand même soulevé des angoisses de mort aussi, cette affaire-là. Les jeunes ils me parlaient de leurs grands-parents, etc. Bon, si les gens ont un petit peu peur de tout comme ça, les jeunes, il faut quand même leur expliquer que l'anxiété a quand même un avantage, c'est que c'est une sentinelle, c'est-à-dire que ça nous prévient des dangers. Donc l'apport de rater un avion, si ça débouche sur l'idée de partir en avance, de vérifier qu'il n'y ait pas de grève ce jour-là dans les taxis ou dans les transports en commun, de prévoir l'anxiété, c'est une pensée négative, anticipatrice, je ne vais pas arriver à faire telle chose, elle peut être utile si elle débouche sur une action constructive. L'anxiété de la maladie ou de la mort peut être utile si elle débouche sur l'idée, par exemple quand on est parent, comme vous monsieur, de prendre une assurance vie pour ses enfants. En revanche, l'anxiété, quand elle touche un peu tous les thèmes, là, comme on dit, que ça touche un peu tout, qu'elle est là en permanence, qu'elle procure de l'émotion négative, mais qu'elle ne débouche pas sur une action, à ce moment-là, elle devient problème, parce qu'elle n'est plus utile. Elle devient problème et elle devient un frein, surtout. C'est-à-dire qu'elle devient incapacitante pour moi. C'est-à-dire que je suis d'accord avec vous. Moi, je suis chef d'entreprise, donc évidemment, même si je suis un peu tête brûlée, on prend quand même des décisions, des fois, qui sont extrêmement impactantes sur la société. Et évidemment, on y va avec de l'anxiété. Mais l'anxiété ne doit pas être un frein, ne doit pas être une peur, en fait, non maîtrisée. C'est-à-dire qu'effectivement, ça prévient, mais ça ne doit pas, ça ne doit pas être un boulet au pied, quoi. Lionel, à vous écouter, j'imagine bien comment vous réagissez. Si vous lui dites non, mais t'as aucune raison de, etc. Je ne suis pas équipé pour parler de ça. Non, mais je crois que ce que vous a dit Frédéric Fanget, c'est il faut le prendre à la lettre. Si elle a peur, par exemple, de louper son avion, eh bien, écoute, ma chérie, si tu as peur, prends des précautions, pars beaucoup trop longtemps à l'avance, et puis comme ça, tu es sûr d'y arriver, et puis voilà. C'est ce que je fais. Mais moi, la question... Non mais ça j'entends bien et c'est ce que je fais. J'essaye de pas être un bourrin notoire et de pas la traumatiser, bien évidemment. J'ai pas dit ça. Si, vous avez dit ça, je l'ai bien entendu. Non, elle n'a pas dit ça. Non, c'est pas vrai. Non mais écoutez-moi, attendez, parce que moi, il y a un truc moi que j'aimerais surtout savoir, c'est est-ce que on peut modifier parce que ça ressemble quand même vraiment à un trait de caractère entre guillemets. Est-ce que ça se contrôle avec le temps? Est-ce qu'on peut apprendre à le contrôler? Est-ce qu'on peut apprendre à le maîtriser? Est-ce qu'il y a une sorte de ligne qu'on peut suivre pour améliorer en fait cet état? Mais, oui, alors Frédéric va vous répondre, mais Lionel, vous avez bien vu, vous, bon, c'est pas votre nature, mais quand même, le fait d'avoir été très jeune au milieu de gens qu'il fallait servir rapidement, etc., et avec qui il fallait réagir en fonction des demandes des clients, vous vous êtes amélioré. Donc votre fille, il faut lui faire des choses à sa mesure, pas trop difficiles, et tout doucement, elle prendra confiance en elle. Frédéric Fanget, excusez-moi, je vous ai coupé, je vous redonne la parole. Non, mais c'est ce que j'allais dire, en gros. Il faut la gérer, l'anxiété. Il ne faut pas vouloir l'abolir. Il y a ce que j'appelle les combattants de l'anxiété qui veulent à tout prix tuer toute anxiété. C'est pour ça qu'ils mangent toute la journée des benzodiazépines, des anxiolytiques, qui prennent des drogues, qui prennent de l'alcool. Attention, l'anxiété, il faut apprendre à s'y habituer. Une certaine dose d'anxiété. La vie n'est pas faite que d'émotions positives. La vie est faite de périodes de tristesse. La vie est faite de périodes d'angoisse parce qu'on peut avoir des problèmes, on peut avoir des problèmes familiaux, etc. Donc, il ne faut pas tuer l'anxiété. Par contre, il faut la gérer. La gérer, ça veut dire en prendre les bons côtés et en laisser les mauvais. On va sûrement avoir largement le temps d'en reparler dans l'émission. Je profite quand même de votre témoignage pour dire une chose très importante par rapport au rôle des parents, par rapport aux enfants anxieux. Attention, vous n'êtes pas son thérapeute ni son soignant. Vous avez déjà largement rempli votre rôle en appelant Brigitte sur Sud Radio, en commandant la BD, en parlant avec elle, en l'envoyant avec sa maman, si j'ai bien compris, chez une psychologue. C'est ça le rôle des parents. C'est très difficile à comprendre l'anxiété. Moi, vous savez, il y a 30 ans que je travaille là-dessus. J'ai essayé de faire une BD claire, mais ça m'a demandé un énorme travail. Donc, on n'est pas censé, en tant que parent, être capable de comprendre l'anxiété d'un enfant. Par contre, on doit lui donner les moyens de se prendre en charge. Et moi, à mon avis, vous en avez largement assez fait. Alors attention, parce que je vous sens dans un tempérament hyperactif, hyperdynamique, ce qui est évidemment tout à fait enviable et vénérable. Mais attention de ne pas trop vouloir en faire, parce que sinon... Si on veut trop en faire et qu'on laisse croire, par exemple, à l'enfant qu'on peut vraiment
ne plus avoir d'anxiété, alors que de toute façon, l'anxiété, même chez les gens guéris, elle revient tôt ou tard dans la vie parce qu'on a des événements de vie, à ce moment-là, ils seront surpris en disant, finalement, c'est pas possible de l'enlever complètement. Donc, le message, c'est de leur dire, écoute, en tout cas, on peut enlever les effets négatifs, néfastes, les conséquences néfastes, quand tu as mal au ventre, quand tu dors pas la nuit, tout ça, on peut le faire en t'apprenant à gérer toi-même l'anxiété. Et on va en parler avec Brigitte. Nous, ce qu'on fait de plus en plus, c'est ce qu'on appelle les thérapies comportementales et cognitives. C'est quoi? C'est qu'on va vous apprendre à gérer votre corps. Dans la BD, par exemple, il y a une bande sonore avec une séance de relaxation que j'ai dictée, que les gens peuvent refaire chez eux. On va vous apprendre à gérer vos pensées négatives. Ça, je ne vais pas développer parce que je sais que Brigitte va me refaire parler. Et on va continuer. Mais on va vous apprendre des méthodes pour gérer vous-même votre anxiété. Et c'est ça qu'il faut faire avec votre fille. Et c'est ce qu'on verra tout au long de ces 2 heures. Merci Lionel, merci beaucoup. On va se retrouver dans un instant avec notre Sexy News Philippe Hoffman qui va nous parler du premier baiser. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Frédéric Fanget, nous accueillons Philippe Hoffman qui nous parle tous les mercredis de nos ados. Et alors voilà quelque chose qui peut-être peut provoquer de l'anxiété, mais c'est quand même assez sympathique, ce premier baiser et ses effets justement sur nos adolescents. Bonjour Philippe Hoffman. Bonjour Brigitte, bonjour Frédéric. Bonjour. Oui, non, ça lève plutôt l'anxiété, toutes ces affaires-là. N'est-ce pas? Alors, bien sûr, en ce début lumineux de printemps, je voulais vous parler de ce premier baiser des ados, parce que c'est vrai qu'au début de l'adolescence, on pense qu'à ça. Qui sera le premier ou la première que j'embrasserai vraiment? Non, pas les smacks volés ou les entraînements devant le miroir, ni avec mon cousin. Non, un vrai baiser, emballé, comme dans les films. J'en rêve, j'en tremble d'envie, mais aussi de timidité. Comment s'approcher de l'autre, saisir le bon moment pour la serrer contre moi. On pense tous, parfois ça se joue à un regard, une rencontre de vacances, et on pense tous à la chanson de Ston. Elle s'est avancée, rien n'avait été organisé. Autour de moi, elle a mis ses bras croisés, et ses yeux se sont fermés. Voilà, un moment magique inaugural, la surprise de la vraie rencontre du corps de l'autre. Une première incursion en terre inconnue où les lèvres se collent, les langues se mêlent, un frisson où l'on déguste le goût de l'autre qui laissera une trace éternelle. Alors, malgré mon manque de talent, je résiste pas à continuer de chanter. Toi qui as mis sur ma langue ta langue amie, et dans mon cœur un décalcomanie, marqué liberté, liberté c'est chéri. En fait, quand on repensons à notre premier baiser, tout s'illumine. Rien à voir avec le premier rapport sexuel qui lui est espéré aussi, mais qui est souvent un peu décevant. Le premier baiser, c'est plutôt un tsunami. Il renverse tout un tas de craintes pour les ados, la timidité, la peur de pas être à la hauteur, l'ado qui s'inquiète sans cesse de son allure, du regard des autres, il se sent pousser des ailes d'un seul coup. Et du coup, l'image de soi se consolide. En plaisant à l'autre, on se plaît à soi-même. À cet âge de fragilité émotionnelle, affective, ça renforce beaucoup le psychisme, ce premier baiser, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et bien sûr, le premier baiser, c'est pas toujours celui d'un inconnu, comme dans la chanson. C'est souvent un proche avec qui les jeunes s'initient, en général un cousin ou une cousine, avec qui on pratique ces fameux premiers jeux sexuels qui depuis l'enfance. Ça n'a rien de malsain, parce que c'est souvent des attouchements qui servent de découverte. Mais malgré cette expérimentation ludique là avec les proches, la première rencontre sensuelle, la vraie rencontre, ça se joue vraiment avec un inconnu. Pour les ados, c'est essentiel d'échapper à l'emprise familiale pour se construire sa propre identité. Donc, la découverte des autres, c'est une aventure formidable. Les jeunes ne veulent plus d'ailleurs des câlins parentaux. Ils repoussent les caresses, les bisous qu'ils trouvent baveux. Faut mettre à distance ce corps parental qui est envahissant et puis fuir toute la proximité, vous savez, des fluides, des odeurs des adultes. Ils veulent goûter d'autres sucs, d'autres mets inconnus. Et donc, ils suivent leurs désirs et ils veulent découvrir l'ivresse des rencontres amoureuses. Alors donc, quand ils découvrent ce baiser, ils seront capables de tout découvrir. Et malgré le glissement du terme, vous savez, du langoureux baiser à baiser tout cru, où on reconnaît quand même l'envie de pénétrer le corps de l'autre,
ça n'augure pas forcément le désir d'aller plus loin. Ce premier rapprochement, c'est un moment émotionnel unique qui va suffire à rêver pour longtemps. Et d'ailleurs, à chaque fois que l'on embrassera quelqu'un à l'avenir, on y repensera. C'est une sensation profonde et qui constitue tout le courant tendre de la sexualité. Alors pour les parents, avec le jeune, ils peuvent évoquer eux-mêmes leur premier baiser, mais il est important de ne pas leur demander de détails sur leur histoire à eux. Ils en parleront entre eux avec retenue, humour ou mythomanie, mais c'est un moment magique et c'est le début de leur sensation d'intimité. Donc, conseillez-leur surtout de garder ça pour eux dans leur jardin secret et bien sûr de ne pas exhiber tout ça sur les réseaux sociaux. Tant qu'à faire. Mais le premier baiser, finalement, c'est quand même peut-être parfois quand on est vraiment enfant, il y a des jeunes, très jeunes qui se font des baisers. Alors c'est peut-être pas le même baiser, c'est-à-dire qu'il y a peut-être pas la langue, comme on dit. Voilà, c'est ça. Et puis même s'il y a une initiation parfois avec un proche, souvent c'est un cousin ou une cousine, hein, où carrément il se mélange les fluides, ça n'a rien à voir avec la rencontre avec un inconnu. Parce qu'en fait, c'est toujours la rencontre avec l'altérité qui nous transporte et qui nous amène dans un univers différent et qui fait aussi, qui renforce l'image de soi et qui fait qu'on va devenir un homme ou une femme. Et j'en profite d'ailleurs pour rappeler aux couples qui nous écoutent que le baiser, ça doit pas devenir quelque chose de machinal, parce que c'est vrai que quand on commence à s'embrasser machinalement, ça nuit beaucoup au désir. Voilà, vous êtes d'accord avec ça, j'imagine, Philippe et Frédéric? Oui, tout à fait. Frédéric, vous voulez réagir à la chronique de Philippe Hoffmann? Oui, tout à fait sur ce que vous venez de dire. Oui, le baiser, c'est l'expression d'une émotion quand même, hein. Donc, je suis bien d'accord que même dans ce qu'on appelle les vieux couples, il faut pas que le baiser soit machinal et c'est une façon de dire je t'aime quand même à chaque fois ou merci pour ce que tu as fait pour moi aujourd'hui, par exemple. C'est un message positif. Oui, absolument. Merci Philippe Hoffmann. Pour une fois, vous nous avez fait une chronique beaucoup plus sensuelle et agréable que d'habitude. Hein. Merci. Oui, bah écoutez, les ados ne font pas que des bêtises. Ne sont pas que des êtres de souffrance. N'est-ce pas? Je me demandais s'il était dans sa tête à son premier baiser, Philippe, en nous faisant la chronique. Vous vous rappelez de votre premier baiser? Justement, j'y repense. C'était très émouvant. C'est pour ça que la chronique avait de l'émotion, alors, je pense. Et ben oui, il a même chanté, vous vous rendez compte? C'est la première fois. Oui, c'est vrai. Je suis désolé pour les auditeurs. Non, mais c'était très sympathique. Merci Philippe Hoffmann. Alors, Frédéric Fanger, on retrouve Franck qui va répondre à 3 questions et puis ensuite il pourra vous en poser une. Bonjour Franck. Bonjour Frédéric et bonjour Brigitte. Première question, est-ce que justement vous vous souvenez de votre premier baiser, Franck? Oui, je m'en rappelle. Bah oui, c'était bien. C'était rien d'exceptionnel, mais c'était un premier baiser. Oui, je m'en rappelle. Et alors, deuxième question, est-ce que vous aimez bien mettre la langue ou pas quand vous embrassez une fille? J'ai eu bien aimé quand j'étais plus jeune. Maintenant, je le fais, on va dire, plus rarement. Oui, vous avez remarqué que les femmes sont pas toujours fans de ça, c'est ça? Non, à part sous l'excitation, des fois ça arrive pendant l'acte, mais sinon c'est beaucoup plus rare. Oui, parce que c'est vrai, les hommes ont tendance à vouloir introduire la langue comme si c'était déjà une manière de nous pénétrer, et beaucoup de femmes sont assez réticentes quand ça trop vite. Elles aiment mieux les baisers, voilà. Bon, et c'est le message. On passe des messages comme ça entre deux. Frédéric Fanger. Bon, et troisième question, qu'est-ce qui vous rend anxieux, que ce soit en amour ou dans la sexualité, Franck? Anxieux, on va dire dans la sexualité plutôt de ne pas avoir de rapport éventuellement. Non, dans la sexualité, j'ai pas vraiment. Oh bah, tant mieux pour vous. Ouais, voilà. Ouais. Pas avoir de rapport parce que du coup vous avez peur de plus être désiré, de plus être aimé, c'est ça? C'est ça qui vous rendrait anxieux? Oui, je sais pas. J'ai surtout besoin j'ai l'impression
plus besoin de rapport. Ouais, mais je sais pas si c'est un rapport avec le fait d'être aimé ou pas. Je suis pas. C'est peut-être tout simple. Non, mais c'est peut-être tout simplement, et on va poser la question à Frédéric Fanget, avant que vous lui en posiez une. Frédéric, c'est peut-être parce que justement la sexualité, ça apaise l'anxiété. Ben oui, il y a quand même un cocktail d'hormones, de l'ocytocine et un tas de choses qui font que oui, c'est un effet apaisant, clairement. Donc quand il n'y a pas de rapport, vous êtes un peu anxieux parce que vous n'êtes pas apaisé. Enfin, je sais pas. C'est juste du bon sens, là. Bon. Oui. Eh bien, Frédéric vous écoute. Vous pouvez lui poser une question, Franck. Alors, Frédéric, avez-vous déjà pratiqué l'échangisme? Qu'est-ce que c'est que cette question? Moi? Oui. Vous parlez de moi? Non. Oui. Si la question c'est est-ce que j'ai vu dans ma consultation des personnes qui pratiquaient l'échangisme, la réponse est oui. D'accord. Voilà. Écoutez, merci en tout cas de cette franchise, Frédéric Fanget. Et merci Franck d'avoir échangé avec nous. Allez, on fait une petite pause et on revient sur cette question de l'anxiété. N'hésitez pas, que ce soit vous, que ce soit votre partenaire, vos enfants, vos parents, que sais-je encore. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 et Frédéric Fanget pourra vous conseiller pour que vous puissiez aller un petit peu mieux. Allez, à tout de suite. Chez aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Frédéric Fanget, auteur de cette bande dessinée aux éditions Les Arènes, le club des anxieux qui se soignent. Et alors, je suis ravie d'accueillir Moselle parce que je pense qu'elle est en train d'être anxieuse pour de bonnes raisons. Et je crois qu'on a tous connu, on connaîtra tous cette anxiété. Moselle, bonjour. Vous allez donc bientôt subir une opération, hein, c'est bien ça? Oui, Brigitte, je suis contente de vous avoir en ligne. Merci beaucoup de me recevoir. Allez-y, on vous écoute. Vous allez donc être opéré c'est une opération une prothèse. Oui, je dois subir une reprise de prothèse totale de hanche suite à une infection décelée sur la prothèse. Donc du coup, ça me rend anxieuse, les jours approchent et je me pose plein de questions. Donc, et quand on lit tout le protocole avant de se faire opérer, tout ce qu'il faut accepter, je me dis merde, comment je vais m'en sortir de là, quoi. Donc, le sujet est tombé à pic, je me dis bon, est-ce qu'il y a des techniques pour s'apaiser, essayer de voir venir les choses, parce que là, je ne sais pas. Mais vous avez raison. Enfin, il me semble, Frédéric Fanget, que c'est normal d'être anxieux face à une opération de cette ampleur. Quelqu'un qui ne serait pas du tout anxieux, ça serait surprenant, non ? Oui, c'est anxieux. Alors, il faut dire, moi j'en ai fait signer des protocoles comme ça pour des essais médicamenteux, pour des interventions, je suis pas chirurgien, mais c'est assez angoissant quand on lit toutes les pages d'effets secondaires possibles. C'est sûr, mais il faut bien vous rendre compte que c'est pour des raisons médico-légales que les chirurgiens sont obligés de mettre ça. Après, vous savez, ce qu'on fait, c'est, il y a des expériences beaucoup avec les enfants qui vont être opérés, on leur fait visiter les blocs opératoires, on leur montre comment c'est, on leur fait discuter avec les infirmières et les chirurgiens. Ce qui angoisse le plus, c'est l'incertitude et l'inconnu. C'est-à-dire que si vous arrivez à bien vous documenter sur l'opération, à bien discuter avec les gens qui vont être auprès de vous, à bien vous informer, mieux vaut savoir, même des choses d'ailleurs qui ne sont pas toutes positives, que de ne pas savoir et d'avoir le doute. D'accord. Oui, parce que finalement, si on vous écoute, Moselle, vous avez préféré un petit peu ne pas trop regarder et du coup, vous n'êtes pas informé. Si, justement, c'est quand je lis que ça me fait peur, juste parce que en lisant, puisqu'il y a un protocole qu'il faut lire, qu'il faut signer, accepter avant le jour de l'opération. Donc, du coup, quand j'ai lu tout ça, depuis, ça m'angoisse et je dors pas la nuit. Entre les douleurs et l'anxiété, ça fait un mélange qui fait que je me réveille le matin un peu la tête. Oui, mais ce qui vous fait peur, c'est parce qu'on vous fait signer. Qu'est-ce que vous voulez si jamais, par exemple, vous auriez des problèmes pendant l'opération, etc. C'est ces choses-là qui vous font peur. Oui, c'est ça qui me. Oui, je me dis, mais c'est quoi le résultat? Est-ce que ça va marcher? Parce que non, mais alors là, il faut bien entendre ce que vous a dit Frédéric Fanget. En fait, c'est pour se couvrir aujourd'hui que les chirurgiens sont obligés de faire signer tout ça. D'accord. Parce que c'est quoi? On vous parle pas des opérations qui se passent bien dans le document. Donc, soit vous avez la chance de pouvoir revoir le chirurgien ou quelqu'un de l'équipe pour parler de vos angoisses et qu'on vous explique comment se passent les opérations la plupart du temps. Soit vous allez chercher sur Internet, mais attention, vous allez sur des sites sérieux
médicaux et vous regardez quelle est l'évolution, le pronostic de ces opérations, parce que bon, une prothèse de hanche, moi, c'est pas mon domaine, mais c'est pas non plus une opération hyper dangereuse. Vous savez, même pour passer une gastroscopie ou une coloscopie, on vous fait signer un formulaire avec des tas de choses comme ça, ou même pour, moi, je me suis fait opérer des cataractes aux yeux, ce qui est tout à fait banal, mais on signe des tonnes de choses, il peut y avoir infection, etc. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que dans ces protocoles, on vous donne une ligne d'urgence à appeler en post-opératoire en cas de besoin. Et ben, ma foi, ça peut être utile au cas où ça arrive. Mais une fois qu'on a envisagé dans sa tête qu'une évolution négative pouvait arriver, mais qu'on l'a resituée en termes de fréquence, parce que c'est ça le problème, c'est que l'anxieux, il surestime le danger. En fait, il faut regarder quelle est la fréquence des infections post-opératoires. Si c'est 0,5%, voilà, ça veut dire qu'il y a 0,5% de personnes, 1 sur 200, qui aura le problème. Et donc, 199, à ce moment-là, il faut regarder le nombre d'opérations qui se passent bien et le nombre de personnes qui n'auront pas de problème. Et je pense que c'est sur 200. Je pense que c'est même pas 0,5 de toute façon, Moselle. Oui. Vous voyez, surtout une opération comme la vôtre, c'est pas une opération à cœur ouvert. On est vraiment dans des risques qui sont terriblement faibles, mais qui sont maintenant. Vous savez, on est dans une société où il faut se couvrir parce que quand il y a malheureusement un problème, eh bien, on peut se retourner contre le chirurgien. Ce qui va finir d'ailleurs par faire qu'on va être moins bien soigné si ça continue comme ça. Mais bon, ça c'est un autre débat dans lequel je ne rentrerai pas. Donc franchement, soyez rassurés, faites confiance à votre corps qui est votre ami. Oui. Et puis, si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à ce moment-là à regarder sur des sites sérieux, évidemment, ou à demander à l'infirmière ou l'aide-soignante qui vous accueillera quand vous allez aller à l'hôpital pour l'opération. S'il y a quelque chose en particulier qui vous inquiète. Ok. Vous êtes d'une nature anxieuse en général, Moselle, ou pas? Non, j'essaie d'être optimiste la plupart du temps, oui. C'est sûr que je fais attention à mon corps, à tout ce que je fais. Donc du coup, comme j'ai pas la maîtrise sur ce truc qui vient, c'est vrai que c'est ça qui me déstabilise peut-être un peu plus. Eh oui, mais c'est vrai. On est tous livrés à la même enseigne. Hein. Quand on est face à la médecine, on est obligé de faire confiance et de se livrer. Mais voyez, vous avez dit que vous étiez optimiste. Est-ce que l'optimisme est l'opposé de l'anxiété, Frédéric Fanget? Je suis pas sûre. Hein. Non, c'est l'opposé du pessimisme. C'est-à-dire que là, on parle de l'humeur triste ou l'humeur gaie. Et la pathologie liée à l'humeur triste, c'est la dépression. En fait, l'anxiété, on parle d'une autre émotion qui est celle de la peur. Et l'anxiété, c'est une peur excessive, parfois sans objet ou surestimée. Voilà. Ouais. Alors là, on parle. Voilà. L'idée aussi qu'elle souligne, cette interlocutrice, c'est qu'elle n'a pas le contrôle, elle a dit. Alors ça, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les gens, c'est de ne pas avoir le contrôle sur une situation. Et c'est vrai que quand on va se faire endormir, eh ben, on n'a pas le contrôle parce qu'on va avoir une anesthésie générale. Ouais. C'est important, dans la vie, d'apprendre à affronter et à accepter des situations dans lesquelles on n'a pas le contrôle. Parce que ça fait partie de la vie. Et donc, de se dire que, ma foi, tout n'est pas prévisible. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on cherche à avoir le contrôle sur tout, bah, ça augmente l'anxiété. Parce que, soit, encore une fois, la volonté d'avoir le contrôle sur un événement va nous donner des solutions qu'on va appliquer et on va contrôler l'événement très bien, mais il y a des situations de vie qui ne sont pas contrôlables. Donc, le fait de vouloir contrôler l'incontrôlable va nous mettre face à notre impuissance et va augmenter notre anxiété. Donc, il faut accepter de partager la vie en deux types de choses, celles qu'on peut contrôler et celles qu'on ne peut pas contrôler. D'accord. Et vous avez des techniques en dehors de la méditation, de pouvoir relâcher toute cette tension et essayer d'être... Oui, vous avez les techniques corporelles. Je disais tout à l'heure, dans la bande dessinée, il y a une bande sonore où j'enregistre moi-même une séance de relaxation, donc comme si vous étiez dans mon cabinet, et que vous pouvez répéter en l'apprenant tous les jours pendant 7 jours. Voilà. D'accord. Et puis après, il y a aussi, vous verrez dans la BD, des façons de décatastropher la pensée, ce qui est aussi très important. D'accord. Il n'y a pas que le corps, il y a la pensée aussi d'anxiété. L'anxiété, ça touche à la fois le corps et la pensée. Hein. C'est vraiment sa particularité. Bah, c'est-à-dire on sent qu'on est un peu oppressé au niveau du corps, et puis après il y a la pensée. Et dans votre cas, Moselle, on entend bien cette pensée qui tourne un petit peu. Oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Comment ça va se passer, etc. Donc il faut en effet travailler à la fois sur votre pensée et sur votre corps. D'accord. Merci beaucoup. C'est super de me donner tous ces conseils, vraiment.
Je vous en prie. Et bien, je pense que votre BD va intéresser beaucoup d'auditeurs, Frédéric Fanger. Je rappelle donc son titre, Le Club des Anxieux qui se soignent. C'est aux éditions Les Arènes. Et justement, hein, dans cette BD, vous dites bien hein, que l'anxiété, c'est souvent dû au stress. Et le stress, on le sait, il y a le stress utile et puis il y a tout ce stress qui finalement vient de nos peurs, hein, les trois quarts du temps. Oui, c'est ça. Encore une fois, on a une bonne anxiété à laquelle il faut s'habituer parce qu'on est quand même dans des sociétés qui évitent à tout prix ce que j'appelle le bonheur obligé, moi, qui évitent à tout prix la tristesse, la peur. Écoutez, l'état du monde, par exemple, n'est pas très rassurant en ce moment. Si on n'a pas peur pour nos démocraties, par exemple, on risque de pas pouvoir les garder. Si on n'a pas peur d'être malade, on va jamais chez le médecin, et puis on découvre un cancer à un stade très avancé, et c'est trop tard. Donc, il y a quand même, encore une fois, une bonne peur qui est une sentinelle qui nous permet d'éviter les ennuis, les dangers. Si on n'a pas peur, on traverse la route sans regarder, on se fait écraser. Surtout que maintenant, il faut regarder dans les deux sens, parce que dans un sens, vous avez les voitures, et dans le sens opposé, vous avez les trottinettes. Donc, avant de traverser la route, il faut vraiment être un peu anxieux dans les grandes villes. Donc voilà, après, effectivement, il faut accepter qu'il y a des situations angoissantes sur lesquelles nous, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà, c'est comme ça. Celles sur lesquelles on peut faire, on agit, puis après les autres, on les accepte. D'ailleurs, il y a un mouvement de thérapie qui s'appelle la thérapie d'acceptation, qui dit en gros qu'il vaut mieux vivre en acceptant une certaine anxiété plutôt d'être complètement paralysé en voulant à tout prix ne pas vivre d'anxiété. Parce que nous, nos patients phobiques dont vous parliez tout à l'heure, Brigitte, en fait, ils évitent tout. Ils évitent les transports en commun, du coup, ils se retrouvent enfermés chez eux, ils vivent plus rien. Et ils évitent aussi en prenant des médicaments anxiolytiques ou de l'alcool ou des drogues pour se calmer, ils évitent à tout prix de vivre de l'anxiété dans leur corps. Et du coup, dans leur corps et dans leur tête, ils sont complètement déshabitués à l'anxiété. Et quand la moindre once d'anxiété arrive, c'est une panique. Ils se disent c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas. Et alors ça me fait penser à une histoire qu'on m'a racontée. Je sais plus qui m'avait raconté ça et que je trouve assez intéressant parce que là c'est le contraire, c'est celui qui croit que rien ne peut lui arriver. Et c'est l'histoire du hérisson qui sait que de toute façon quand il y a un danger, hop, il se met en boule et il y a ses épines et de toute façon il peut rien lui arriver. Sauf que il traverse la route et puis il y a une voiture qui passe et qui l'écrase parce que là il a beau se mettre en boule, malheureusement il se fait quand même écraser. Donc il faut trouver le juste milieu. Hein. En effet, c'est toujours la même histoire, hein, le juste milieu entre trop se protéger et pas se protéger assez, et c'est ce qu'on essaye évidemment de vous aider aujourd'hui avec Frédéric Fanger, puisqu'on évoque l'anxiété, et vous avez l'art de nous montrer que d'un peu d'anxiété c'est finalement pas si mal. Frédéric Fanger, voilà la petite devinette du jour. Ne soyez pas anxieux si vous ne trouvez pas la réponse, parce que très souvent on ne trouve pas la réponse. Quel serait le point commun entre les phares des voitures et les défauts? Quel pourrait être le point commun entre ces deux choses-là? Voilà, vous avez le temps des infos pour nous trouver la réponse. Vous aussi, n'hésitez pas, si comme Moselle, vous êtes en ce moment anxieux à cause de quelque chose que vous avez à faire ou que vous subissez, vous pouvez nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300 et Frédéric Fanger pourra vous donner quelques petits conseils tout à fait judicieux. Allez, on se retrouve tout de suite après les infos. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Frédéric Fanger. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute. Vous évoquez l'anxiété dans cette bande dessinée. On en a dit déjà beaucoup de bien, mais je continue parce qu'elle est vraiment formidable. Le Club des Anxieux qui se soignent, c'est aux éditions Les Arènes. Vous l'avez, la scénariste, donc c'est Catherine Meyer. La dessinatrice, c'est Pauline Aubry. Et donc, vous êtes à la fois l'acteur, hein, puisqu'on vous a dessiné, et puis vous êtes également celui qui a su rendre cette BD très claire, très pratique pour tous ceux qui nous écoutent. C'est vrai que l'anxiété, finalement, c'est quelque chose qu'on arrive assez peu à définir, même si bien sûr, on sait bien que c'est quelque chose qui fait qu'on est inquiet, qu'on n'est pas toujours au mieux de sa forme, qu'on n'est pas toujours apte justement à décider les meilleures choses pour soi. Et donc, c'est important qu'on essaye aujourd'hui d'aider tous ceux qui nous écoutent à gérer cette anxiété. Bonjour Jennifer, merci d'être avec nous. D'abord, excusez-moi Jennifer, je vous ai coupé, mais c'est parce que j'oubliais de demander la réponse à ma devinette à Frédéric Fanger. Quel est le point commun entre les phares des voitures et les défauts? D'abord, je pense qu'il y en a plusieurs, des phares comme des défauts.
Oui. Ou alors, ils peuvent être allumés ou éteints. Les phares peuvent être allumés ou éteints. Les défauts, ils peuvent être montrés ou masqués. Mais ça ne doit pas être ça. En fait, c'est simplement la réponse, c'est seuls ceux des autres nous aveuglent. C'est Voilà, jamais c'est nos ça. phares et nos défauts qui nous aveuglent, c'est ceux des autres, Oui, évidemment. oui. Évidemment. Oui, c'est ça. Exact. Jennifer, c'est bon, vous pouvez évoquer votre Eh bien, anxiété. d'abord. On vous écoute. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Congé. Écoutez, moi Bonjour, je vais faire part de mon expérience, peut-être de mon évolution. Donc j'étais peut-être catégorisée comme quelqu'un d'anxieux dans le passé. Bon, je dis bien comme. Et en fait, moi j'avais un problème d'ordre médical qui, au fur et à mesure de mon expérience et de ma maîtrise, s'avère que j'ai une cicatrice à un niveau, au niveau du diaphragme. Et du coup, je suis amenée à travailler sur cette partie-là régulièrement. Et du coup, je peux, par mon expérience, confirmer que si on travaille sur le diaphragme et sur la respiration, déjà, il y a plein de choses qui solutionnent, on va dire, un meilleur bien-être et une anxiété qui diminue de fait, de manière physiologique. Voilà. Au-delà de la côté psychologique ou de la pensée, pour moi, d'expérience, le corps a aussi son mot à dire et une bonne respiration ou un mouvement est aussi une des clés, je dirais, pour gérer son anxiété, la diminuer. Alors c'est formidable ce que vous nous offrez comme expérience justement, Jennifer, parce que bon, je rappelle le diaphragme, hein, c'est un peu ce qui sépare le haut du bas, hein, et quand on respire, moi j'ai remarqué pour travailler beaucoup, pour aider beaucoup de personnes à mieux respirer, très souvent les gens soit respirent uniquement avec la poitrine, soit uniquement avec le bas-ventre, et finalement il faut pouvoir respirer profondément avec les deux, et quand il y a et souvent quand il y a qu'un des deux qui respire, le diaphragme est en effet un peu bloqué. Et votre expérience est intéressante parce que ça montre une chose sur laquelle j'insiste souvent, Frédéric Fanger, c'est que on peut aller mieux par la parole, mais on peut aussi aller mieux par le corps. Et je pense que vous êtes d'accord avec ça, Frédéric Fanger. Oui, alors elle a raison d'insister sur le travail sur le corps qui fait partie des 3 grands axes de travail de l'anxiété. Donc le corps, alors justement dans la BD, on a mis plusieurs bandes sonores. Je parlais tout à l'heure d'une séance de relaxation, mais j'ai aussi enregistré une séance de respiration abdominale lente, puisque effectivement, pour contrôler notre respiration, il faut le faire avec les muscles du ventre. Et vous verrez, ça dure 1 ou 2 minutes. Il y a des techniques de mini-relaxation pour ceux qui sont pressés qui durent 1 ou 2 minutes. Quand vous rentrez votre ventre, ça compresse vos viscères parce qu'ils sont bloqués par la colonne vertébrale qui est en os, qui est donc rigide derrière. Et ça a pour effet pour remonter votre diaphragme. Comme ça fait remonter votre diaphragme en remontant pousse sur les bosses pulmonaires et fait sortir l'air. Ce qui fait qu'on peut faire sortir notre air en rentrant notre ventre. Et lorsque vous allez relâchez votre ventre comme un ballon qui se gonfle, eh bien au contraire, votre cavité abdominale va augmenter de volume, ce qui va baisser votre diaphragme automatiquement. Comme vos poumons, ils sont accrochés comme s'il y avait des cordes au diaphragme, ils vont descendre, ils vont donc se gonfler, vous allez inspirer. Je ne sais pas si les auditeurs ont remarqué, sûrement, mais faut-il encore y faire attention, c'est que la respiration, c'est automatique. On respire sans penser à ce qu'on respire. Donc ça, c'est pas contrôlable. Par contre, ce que je viens de décrire, qu'on appelle la respiration abdominale lente et contrôlée, ça, on peut le contrôler volontairement. Alors, c'est génial parce que ça nous donne effectivement une action possible sur notre corps, qui est un des 3 grands axes du traitement, en plus de la pensée et des émotions. J'en profite pour dire une autre petite chose, puisque cette dame parlait de médecine. Il faut quand même qu'on signale que si des auditeurs sont atteints par des troubles anxieux sévères et durables et qu'ils ont de la peine à contrôler, même parfois avec des psychothérapies, il faut quand même demander un avis médical au moins une fois, car on a des maladies médicales qui donne de l'anxiété, une particulièrement fréquente qui est l'hyperthyroïdie. Et il ne faut pas hésiter quand même, quand on a un patient qu'on n'améliore pas malgré nos techniques et tout, à demander, voire au début quand on est médecin et qu'on le voit, demander au moins une fois un avis médical pour faire une petite prise de sang, des pistes très facilement une hyperthyroïdie. Je cite cette maladie, il y en a d'autres qui peuvent donner de l'anxiété. Il faut quand même y penser et pas toujours dire que c'est psychologique. Bien sûr, bien sûr. Alors ça, c'était le deuxième volet, effectivement.
Donc la deuxième partie, c'est effectivement au niveau de l'alimentation, du sommeil et des prises de sang, ou enfin vérifier, c'est-à-dire que quand il y a une anxiété qui prend trop d'ampleur et que ça nous pourrit la vie, ne pas hésiter à regarder du côté physiologique et puis de se faire aider par un sophrologue, un psychologue, un psychiatre, quand vraiment on sent que on peut plus sortir de chez nous et que il y a quelque chose qui est compliqué. Et puis le troisième volet, alors par la pensée, mais il y a aussi un volet intéressant, en tout cas dans mon expérience, c'est une question d'environnement aussi. C'est-à-dire que si on va favoriser des actions ou une vie avec des choses qui nous plaisent, des personnes et des environnements qui sont source de bien-être, notre anxiété peut diminuer. Et à contrario, on peut, alors pour mon expérience, quand je suis proche de mon entourage et que j'ai un moment un peu fatigué, un peu flagada, j'ai constaté qu'effectivement, les phénomènes réactionnels du passé ou les étiquettes ou les situations dans lesquelles on a été un instant T peuvent revenir et venir souligner notre anxiété à un instant T. Et pour y remédier, ça peut être un moment d'éloignement, un moment où on se recentre dans le silence, dans la nature, autre chose, soit faire une action, par exemple dessiner, aller faire de l'art, focaliser notre pensée ou notre anxiété à un moment donné, c'est dire voilà, je fais autre chose pendant un temps et jusqu'à ce qu'elle parte d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle va diminuer, puis à un moment donné, elle va revenir, mais vous allez mieux la gérer. Et puis, il y a un dernier volet sur l'environnement, c'est que ce soit professionnel ou personnel, suivant l'entourage qu'on a, c'est aussi d'accepter qu'on puisse être anxieux, de pouvoir le dire, et après d'affronter une certaine anxiété pour qu'elle puisse être viable et qu'elle ne brise pas la vie. Ça, c'est Alors, Jennifer, oui, vous avez évoqué quelque chose qui est important et je vais faire réagir Frédéric Fanger. Il est évident qu'une promenade dans la nature sera moins anxiogène que de regarder en boucle les chaînes d'infos. Mais en même temps, moi c'est ce que j'ai remarqué, Frédéric Fanger, ceux qui regardent beaucoup les chaînes d'infos sont des personnes qui ont quand même un tempérament anxieux. Donc c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Oui, alors l'environnement est important, bien sûr, dans la mesure où on peut le choisir. Là, on parle plus du stress que de l'anxiété, d'ailleurs. La différence entre les deux, c'est que le stress, c'est un problème d'adaptation avec notre environnement. Ce qui est important, je crois, c'est que chacun d'entre nous trouve des solutions, soit dans les activités dont parlait Madame, soit dans les relations, pour avoir des activités ou des relations qui soient apaisantes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Brigitte, la dernière fois que je suis venu, c'était pour mon livre précédent, Affirmez-vous face aux manipulateurs. Si par exemple, on peut se débrouiller pour choisir des relations amicales ou professionnelles qui soient bienveillantes envers nous et non pas toxiques, ça va vraiment diminuer l'anxiété et le stress. Bien sûr, bien sûr. Alors moi, je confirme par expérience qu'effectivement, suivant les relations qu'on a, on peut être la même personne, mais du coup, on va pas aborder les choses de la même façon. Et puis surtout, après, je connais autour de moi des personnes très, très anxieuses. Et dès lors qu'elles ont choisi des partenaires qui acceptent cela, ça leur permet de les affronter, de les accueillir, d'avoir un espace pour dire « Ok, je suis très anxieux ». Et là, du coup, petit à petit, on gère son anxiété, on apprend à découvrir une autre façon d'aborder les choses. Et puis, si on est entouré de personnes un peu positives, finalement, on dédramatise, on rigole, un peu d'humour, et puis les choses passent. Ça n'enlève pas toute l'anxiété, mais évidemment, ça la rend viable. Et puis, comme vous disiez tout à l'heure, sur comment on appelle ça, l'auditrice précédente, un peu d'anxiété, c'est aussi important. Je donne un exemple. Ce week-end, un de mes enfants me disait « Mais maman, tu as peur de tout ?» Et je lui dis « Mais non, mais pas du tout. Voilà, vu l'expérience que j'ai, je n'ai pas peur. » Et en fait, il confondait la peur et la prévision sur le fait que, au final, quand on est un peu préventif, qu'on prend soin de sa santé, qu'on fait attention à ne pas se mettre en des expositions de situations à risque, eh bien, on ne va pas maîtriser ou contrôler les environnements, mais on se retrouve d'une certaine façon apaisé. Et lorsqu'il arrive des événements un peu chaotiques ou difficiles, finalement, on les prend avec beaucoup plus de légèreté. Oui, parce que vous êtes... D'ailleurs, je trouve, Frédéric Fanger, j'écoute les auditeurs et évidemment, je n'entends que leur voix. Hein, et je trouve que dans la voix, déjà, on entend quand quelqu'un est plutôt de nature anxieuse ou pas. Et c'est vrai que Jennifer n'a pas une voix de quelqu'un d'anxieux. Vous êtes d'accord avec ça ?
Il y a un symptôme en psychiatrie que j'ai appris quand j'étais jeune qu'on appelait la logorrhée anxieuse. Avec ces gens qui parlent beaucoup comme ça très vite et ça donne tout de suite une impression d'anxiété, effectivement. Je confirme. Alors que si je ralentis ma voix et que je parle calmement, surtout si je descends un petit peu dans les basses comme ça va paraître beaucoup plus calme que si je me remets à faire la logorrhée anxieuse. Et ça me fait penser aux voix de certains hommes qui sont éjaculateurs précoces. On le devine dans la voix déjà. Bon, enfin, c'est une petite boutade. Non, mais c'est vrai. Mais peut-être que d'apprendre à parler plus lentement, ça peut calmer un peu l'anxiété, puisque là, on reviendrait à ce moment-là sur le corps et sur après tout, qui sait. Apprenons. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une boucle de rétroaction entre ce qu'on montre ou ce qu'on voit de nous et ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Vous voyez, par exemple, j'ai suivi beaucoup de personnes dépressives et j'ai noté que les femmes qui sortaient de la dépression, en dehors du retour de la sexualité que vous connaissez bien, elles retournaient chez le coiffeur, elles prenaient soin d'elles, etc., etc. Et le fait de prendre soin d'elles, de se voir plus belle, du coup, était un antidépresseur. On avait un cercle vertueux comme ça qui se produisait. C'est vrai que c'est important qu'on parle du corps. En fait, ce qu'on est en train de dire là depuis un moment avec cette interlocutrice, c'est ce qu'on appelle l'hygiène mentale. On parle beaucoup des soins du corps, des salles de sport, de faire de la gymnastique. Eh ben, il faut faire de la gymnastique mentale pour assurer une bonne santé mentale. C'est de la prévention. Et oui. Prendre soin de soi. Ça demande du travail et c'est ça qui est parfois compliqué. Oui. Merci Frédéric Fanger de cette nouvel outil et on continue bien sûr à vous aider pour gérer votre anxiété. Merci Jennifer de tous ces conseils que vous avez donnés et qui sont des conseils avec expérience. Dans un instant, c'est Victoria qu'on retrouve sur Sud Radio. À tout de suite. En compagnie de Frédéric Fanger, nous vous aidons à être un peu moins anxieux, l'anxiété qui malheureusement est en nette augmentation. Alors on peut y trouver beaucoup de raisons, bien sûr, mais je pense que c'est aussi peut-être intéressant justement d'essayer chacun de mieux gérer son anxiété. Et c'est ce qu'on va faire avec Victoria. Bonjour Victoria. Bonjour Frédéric Fanger vous écoute, allez-y. Bonjour Frédéric. Bonjour, alors j'aimerais amener un petit peu mon témoignage et si éventuellement Frédéric pouvait me dire si je suis sur la bonne voie ou pas. Alors moi j'ai un passé de spasmophile avec des crises très fortes de tétanie et des crises d'angoisse abominables qui m'ont mené plusieurs fois aux urgences. Depuis l'âge de 20 ans à peu près. Aujourd'hui, j'ai 53 ans. J'ai eu des périodes dans ma vie où pendant 10 ans, j'ai rien eu et puis c'est revenu suite à des chocs émotionnels probablement ou des expériences de vie douloureuses. On va dire que en réalité, je pense que je suis hypersensible et j'ai comment vous expliquer, comme si j'arrivais à voir tous les dangers que la vie que la vie transporte en réalité. Donc partout où je suis, quoi que je fasse, où que je sois, c'est comme si j'avais besoin. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque je suis au cinéma, par exemple, ça m'empêche pas de faire les choses. Je précise par contre. Enfin. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Mais par exemple, aller au cinéma, ça pose pas de problème. Par contre, je vais tout de suite me mettre et me positionner par rapport aux issues de secours. Près de la sortie, oui. Voilà. Lorsque je suis dans un train, c'est pareil. Il faut que je sois côté couloir. C'est impossible d'être contre. Mais ça c'est bien parce que vous anticipez votre stress, enfin votre anxiété. C'est ce que disait Frédéric Fanger, au moins. Ah oui, mais alors c'est permanent. C'est-à-dire, je vais dans un magasin. Tout de suite, je vois, il y a des endroits où je vais pas aller parce que je vais me positionner comme ci, comme ça. Quand je suis au restaurant, j'aime bien voir la porte de sortie, voir qui rentre. Depuis les attentats aussi qu'il y a eu à Paris, etc., c'est pareil. Il y a des endroits qui me font peur, genre les concerts, les choses comme ça. Donc je n'y vais carrément pas, là, comme ça, c'est réglé. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Moi, je suis une ancienne aussi hôtesse d'Air France, donc ça m'a fait rire parce que quand vous disiez tout à l'heure, vous aviez une patiente qui était venue, moi maintenant je peux plus prendre l'avion, par exemple, vous voyez. À chaque fois j'ai le sentiment que je n'ai pas le contrôle sur les choses. Eh bien, j'ai peur. Voilà. Alors, si bien que, Brigitte, peut-être que ça va vous faire rire, mais c'est dramatique, je ne peux pas boire un verre de vin, par exemple. Si je bois un verre de vin, ça va modifier mon état de conscience et résultat des courses, eh bien, je n'ai plus le contrôle
Donc, je préfère, voilà. Enfin, ça me prive pas parce que je n'aime pas l'alcool, mais voyez ce que je veux dire. Et tout Oui, est et comme puis ça dans ma vie au quotidien. c'est pas plus mal de ne pas boire de vin, hein, c'est pas le problème ça. En tout Oui, cas, mais pour vous donner une idée, voilà. Oui, bien sûr. Non, mais là, je trouve votre témoignage intéressant, Frédéric Fanger, parce que là, je crois qu'on a vraiment affaire à quelqu'un de véritablement anxieux, mais qui quelque part, quand même, gère pas si mal. Enfin, c'est ça qui est intéressant. Oui, mais pas que. Oui, mais pas que. Il y a plein de choses dans le témoignage de Victoria. Elle veut me permettre de développer plein de choses. D'abord, c'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité. Il y a un tempérament, il y a des gens qui sont hypersensibles, c'est-à-dire qu'ils sont capables de détecter les dangers, de détecter aussi leurs émotions, un tas de choses. Alors, il y a une image que j'aime bien prendre, c'est celle de la sentinelle du fort. Vous savez, du temps du Moyen-Âge, on mettait des sentinelles en haut des forts pour vérifier si l'ennemi arrivait. Alors, être une sentinelle, vous lui faisiez remarquer d'ailleurs, Brigitte, que c'est pas mal parce que ça permet de prévenir les dangers, d'organiser sa vie. Mais quand vous êtes une sentinelle du fort, que vous n'avez pas le droit à baisser les yeux une seule minute parce que si jamais l'ennemi arrive et que vous avez baissé les yeux, ben, le fort va être pris, à ce moment-là, ça va devenir épuisant. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hypervigilance. L'hypervigilance, ce que décrit bien Victoria, c'est qu'elle est permanente et qu'elle ne peut pas la relâcher. Donc c'est comme si vous disiez à vos sentinelles, d'abord ils font les 3-8 les sentinelles, c'est-à-dire que sur 24 heures il y en a 3, bah là vous allez lui dire non, vous c'est 24 heures sur 24 et vous n'avez pas le droit au repos. Donc ça c'est le premier problème. Mais il y a un deuxième problème qu'on rencontre chez les anxieux, parce que ça, si c'était que ça pourrait être une qualité, on les mettrait, on leur dirait bah venez contrôleur aérien par exemple. Vous allez être remarquable, parce qu'on est sûr qu'il n'y a aucun avion qui tombera si vous mettez que des hypervigilants, hein, on est tranquille. Bon. Mais le problème aussi chez les anxieux, alors, je ne parle pas spécialement de Victoria dans ce que je vais dire, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, je parle de l'anxiété en général, c'est qu'ils ont aussi ce qu'on appelle des schémas cognitifs de danger et de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'ils se sentent particulièrement vulnérables. C'est-à-dire, je ne vais pas pouvoir faire face aux choses. Donc, ils sont hyper vigilants, ils voient tous les dangers, premier axe, ils surestiment souvent les dangers, et deuxième axe, ils sous-estiment leur capacité à faire face. Ils ne se sentent pas capables de faire face. Donc quand la crise aiguë d'angoisse, qu'on appelle l'attaque de panique, comme elle décrivait tout à l'heure, leur tombe sur la tête, vous savez, c'est le thème gaulois, ça nous tombe du ciel tout d'un coup, ils vont penser qu'ils ne peuvent pas faire face, et d'où ça va alimenter le cercle vicieux de la panique. Donc, en pratique, il est important que les hypersensibles et les hypervigilants sachent que ça se passe au niveau du tempérament, que c'est pas facile à modifier, qu'il faut donc accepter ce côté en prenant les bons côtés et en laissant les mauvais. Donc pas se mettre dans des situations de vie qui vont augmenter notre vigilance par nos choix professionnels, par des gens difficiles à vivre, etc. Et la deuxième axe par contre sur lequel on peut agir, c'est ce sentiment de vulnérabilité. Et c'est là que nous on intervient avec nos différentes méthodes, qu'elles agissent sur le corps, sur la pensée, sur les relations, sur tout ce que vous voulez. On va donner aux gens les moyens de faire face au danger. Parce que si vous vous dites je suis capable de faire face au danger, si autrement dit, comme sentinelle du fort, vous pouvez compter sur votre armée pour défendre en cas d'attaque, à ce moment-là, votre anxiété va diminuer. D'accord, mais il y a des choses... Alors, j'entends ce que vous me dites, hein, je comprends. Alors, moi, c'est ce que j'essaye de faire depuis des années, d'être dans l'acceptation. Alors, déjà, j'ai tout essayé au niveau des techniques qui sont proposées actuellement sur le marché. J'ai même essayé les anxiolytiques, pour tout vous dire. Qui ne fonctionne pas vraiment. Un peu, ça me calme au niveau des symptômes corporels, mais mes pensées sont toujours galopantes. Donc, l'idée, en fait, c'est j'essaye de rentrer dans une sorte de philosophie, en réalité, d'accepter. Alors, ça marche, mais c'est de tout instant. C'est-à-dire qu'il faut sans arrêt que je me tape sur les doigts en disant non, attention, là, tu es en train d'anticiper sur quelque chose qui n'arrivera peut-être pas. Donc, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est en permanence. Alors, la seule chose que j'ai trouvée, c'est... Bon, moi, je suis quand même hyper sociable, pardon. C'est-à-dire que je ne suis pas timide, je ne suis pas complexée, donc je vais très facilement parler. Donc, c'est pas vraiment c'est pas vraiment ça qui me gêne. Mais dans ma vie au quotidien, par exemple, dans les endroits trop bruyants, trop lumineux, ça vient amplifier. Donc, je pense que j'ai vraiment un problème hyper sensibilité au monde extérieur, et que je suis obligée... C'est là où je vous dis de tenir compte de votre tempérament.
Oui, oui, et c'est important ce que vous dites parce que quelque part, vous êtes une éponge, il me semble aussi. Restez avec nous, Victoria. Oui. On va revenir sur tout ça parce que je pense que ça parle à beaucoup de monde, votre témoignage. Merci d'être avec nous. Restez avec nous et on se retrouve avec Frédéric Fanger dans un instant. Et si vous aussi, vous avez envie de témoigner de votre anxiété, surtout n'hésitez pas, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Frédéric Fanger, on vous aide à être un peu moins anxieux et surtout, cette bande dessinée peut vous aider. Le Club des anxieux qui se soignent, c'est aux éditions Les Arènes qui peut être tout à fait intéressante pour vos ados. Si vous avez des ados un peu anxieux, ce qui malheureusement est un peu le cas, puisqu'on a 25% d'augmentation d'anxiété dans notre société actuellement. Alors, on a Victoria qui est avec nous. Alors, Victoria, on a compris, non seulement vous êtes une hypersensible, mais en plus une anxieuse. Et je trouve que dans ce que vous disiez juste à l'instant, on sent que vous êtes une véritable éponge, c'est-à-dire une éponge par rapport à l'atmosphère qu'il y a autour de vous, par rapport au bruit, sans doute par rapport aux gens aussi. Et quelque part, on a l'impression que vous ne pouvez pas vous protéger parce que vous absorbez tout. Est-ce que je me trompe ? Alors justement, je suis obligée de mettre en place des processus pour me protéger. Et ça aussi, ce qui est important à comprendre, c'est que de l'extérieur, c'est-à-dire certains membres de ma famille peuvent parfois être agacés et ça se passe mal parce qu'ils peuvent pas comprendre en réalité. Donc souvent, je me fais traiter entre guillemets de pas normale, d'un peu folle, un peu parano, et mes peurs ne sont pas prises en compte. Forcément, vous voyez, par exemple, j'ai peur, mais je le fais quand même. Donc, quand on a peur et qu'on le fait quand même, je me suis dit que c'était du courage. Donc, je pense que je suis quand même courageuse parce que j'essaye d'affronter. Et, par exemple, j'ai un mal fou à prendre des ascenseurs qui sont trop fermés. J'ai une amie notamment qui habite au 7e étage. Je prends les escaliers, donc c'est bien, ça vous fait faire du sport. Voilà, mais bon, parce qu'elle est au 7e, ça va. Mais imaginons qu'elle soit au 20e étage, ce serait plus compliqué d'habiter à New York, par exemple. Vous voyez. Donc, non, mais je plaisante. Voilà, vous voyez, c'est ça le problème, c'est qu'aussi mon entourage, et c'est en ça que j'aimerais que Frédéric m'aide. Est-ce que mes peurs, comment est-ce que je peux vraiment apaiser? Parce que j'ai quand même essayé pas mal de choses. Je suis moi-même dans le développement personnel. J'ai par moments le sentiment, si vous voulez, que je suis en perpétuel obligée de corriger mes pensées, de me rassurer, de faire appel à la maman intérieure que j'ai, le parent en fait. Moi je vais donner la parole à Frédéric évidemment qui est plus à même que moi de vous aider puisqu'il est psychiatre et il a beaucoup travaillé sur l'anxiété. Mais moi je pense qu'il y a quand même une piste qui je trouve toujours intéressante dans ce cas-là, c'est la vraie spiritualité. Je parle pas de développement personnel ni de pleine conscience, mais la véritable qui quelque part nous donne une colonne vertébrale, nous permet de nous poser. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est des peurs et on sait très bien que la peur de vivre nous empêche de vivre. Frédéric Fanger, qu'est-ce que vous pouvez dire à Victoria? Alors, le problème, c'est qu'il y a plusieurs témoignages avec énormément de choses, donc je ne vais pas pouvoir répondre à tout. Par contre, elle me donne beaucoup de grains à moudre pour donner les grands axes. Alors d'abord, je vais reprendre un de ces mots qui est l'acceptation. Figurez-vous que ça fait l'objet d'un mouvement de thérapie qui s'appelle l'actothérapie, acceptation and commitment therapy, ça veut dire accepter une certaine dose d'anxiété. Alors je suis assez partisan de ça, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça évite sans arrêt de se battre sans arrêt avec l'anxiété, mais on constate quand même que quand l'anxiété est trop forte, trop chronique et trop intense, ça peut ne pas suffire. Donc si ça ne suffit pas, il va falloir passer à un stade supérieur de prise en charge avec l'objectif de gérer l'anxiété. Alors on a déjà plusieurs fois parlé de gérer du corps, je voudrais surtout insister sur la gestion de ce que j'appelle dans la bande dessinée la radio mentale. Cette radio mentale catastrophique qui nous ramène des ruminations négatives sans arrêt, des anticipations négatives. Si on la calme pas, cette radio mentale, on aura beau prendre des anxiolytiques, on aura beau faire de la relaxation, on aura beau faire de la méditation, tout ce qu'on veut, elle continuera à générer de l'anxiété. Donc, il faut être clair.
La seule façon pour les anxieux qui souffrent beaucoup, j'allais dire, de gérer définitivement l'anxiété, c'est de leur apprendre à gérer leur radio mentale, et c'est ce que je crois on a le plus développé dans la BD, parce que c'est ce qui est le moins médiatisé actuellement, c'est ce qu'on trouve le moins dans les livres. Il y a différentes techniques qui sont donc issues de ce qu'on appelle les techniques cognitives, qui sont à mon avis indispensables pour résoudre le problème de manière définitive. Tout le reste étant à mon avis des médicaments à effet transitoire. Et je fais le lien là encore sur un des témoignages de Victoria qui concerne les anxiolytiques. Alors comme je suis médecin, je suis également amené à prescrire des médicaments. Je dois vous dire que les anxiolytiques ne résolvent en rien le problème de l'anxiété sur le fond, puisqu'ils agissent sur un hormone qu'on appelle le GABA dans le cerveau, et qu'en fait ils agissent quelques heures, ils vous calment exactement comme l'aspirine enlève le mal à la tête, mais ils ne soignent pas le problème biologique de l'anxiété, parce qu'on l'a pas encore dit. L'anxiété, c'est psychologique, oui, mais c'est aussi dans le cerveau, c'est aussi biologique. Et je crois que le témoignage de Victoria nous permet bien de comprendre qu'il y a une affaire de tempérament, de constitution et de fonctionnement du cerveau. Et ce qu'on a noté dans le cerveau au niveau des anxieux chroniques, c'est un déficit dans un neuromédiateur qu'on appelle la sérotonine, avec des médicaments qui nous rendent de grands services chez les grands anxieux lorsque les méthodes psychologiques ne suffisent pas, qui sont ce qu'on appelle des inhibiteurs de recapture de la sérotonine, qui ne sont pas du tout des médicaments qui vont calmer une anxiété sur le moment, qui sont des traitements de fond, qui doivent être prescrits par des médecins et sous surveillance médicale. Voilà. Il faut quand même savoir que ça existe. Mais c'est pas du tout, il faut pas mélanger avec les anxiolytiques qui, eux, malheureusement, entraînent des effets secondaires à long terme d'accoutumance. Ça va bien de les prendre une fois pour une échéance précise, mais pas de manière régulière. Alors que les autres, les traitements de fond, eux, n'ont pas de toxicité à long terme. Et je crois que c'est important de dire au public, on a tendance à tout mélanger en matière de médicaments en psychiatrie. Et ça, c'est une affaire d'avis spécialisés. Il y en a qui sont bons pour certains, d'autres bons pour d'autres. Voilà. Chaque cas est différent à ce niveau-là. Eh bien voilà, Victoria, ce que peut vous donner comme conseil Frédéric Fanget. Et puis bien sûr, précipitez-vous sur cette bande dessinée Le Club des Anxieux qui se soigne. C'est aux éditions Les Arènes. Merci beaucoup, Victoria, en tout cas. Et nous avons Nathalie maintenant, une grande anxieuse également. Bonjour Nathalie. Ah, on a perdu Nathalie. Bon, on va essayer de la retrouver. Alors c'est pareil, hein, anxieuse depuis l'enfance. Comment, justement, on n'en a pas parlé quand même encore, mais un enfant, est-ce que il y a des enfants qui sont naturellement anxieux ou est-ce que c'est quelque chose qui vient parce qu'ils sont dans un environnement qui les rend anxieux ? Alors, on peut parler des parents et des enfants. En fait, l'auditrice précédente vient un peu de répondre sur la question du tempérament. On voit bien qu'il y a des tempéraments plus sensibles que d'autres. On a des études qui le montrent d'ailleurs, qui montrent que des enfants de très jeune âge vont avoir des réactions de stress beaucoup plus importantes face à un jouet qu'ils ne connaissent pas, un objet étranger, un son étranger, une odeur étrangère que d'autres. Donc, il y a une affaire de constitution. Heureusement, ça fait pas tout et heureusement, c'est modifiable. J'en profite, puisque vous abordez ça, Brigitte, pour aborder le thème de la maman ou du papa avec l'enfant anxieux, parce que figurez-vous que beaucoup de femmes de mères viennent me voir parce qu'elles ont peur de transmettre leur anxiété à leur enfant. Alors ça, je crois que c'est important qu'on en dise quelques mots aussi aux auditeurs. C'est que l'anxiété peut se transmettre si, messieurs, mesdames, vous n'avez aucune distance par rapport à votre anxiété. Si par contre, vous expliquez que l'anxiété, ça n'est pas tout vous, que vous n'êtes pas qu'une personne anxieuse, si en plus vous montrez que c'est quelque chose qui vous envahit parfois, mais que vous ne cautionnez pas, à ce moment-là, vous ne transmettrez pas l'anxiété à vos enfants. Donc ça, c'est important que le public le sache. Et là encore, que le public soit informé, s'informe sur des sites de qualité, avec des ouvrages de qualité, pour pouvoir bien en parler progressivement aux enfants et faire attention à ce qu'on montre. Parce que l'anxiété, ça se transmet pas par la parole aux enfants, ça se transmet par nos attitudes. Si on a des attitudes de frayeur permanente, eh ben l'enfant, il nous regarde et il nous voit, il nous imite. Exactement. Nathalie, on a retrouvé Nathalie. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour Brigitte et bonjour à votre invitée. Vous étiez anxieuse, c'est pour ça qu'on vous avait perdu, Nathalie. C'est ce que je voulais dire. J'avais la cage thoracique qui se serrait, j'ai le cœur qui bat la chamade, et en même temps, je suis ravie de ce thème que vous avez encore bien choisi, parce que je suis sur le point, moi, de me dire que c'est maladif. Mon anxiété remonte, je dirais, à mon enfance. J'ai toujours entendu. Alors Frédéric Fanget l'a dit tout à l'heure, mais vous étiez peut-être pas à l'écoute, Nathalie. Ce n'est pas une maladie, hein, l'anxiété. D'accord. Ça, mais
Disons que ça me réduit de plus en plus la vie. Bien sûr. Et je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose parce que, comme vous venez de dire, comme Monsieur Franger vient de le dire, je n'ai pas envie de la transmettre. Et aujourd'hui, je suis devenue mamie. Je pense que j'ai élevé mes deux enfants dans une certaine facilité. J'avais une fille qui faisait vraiment de la gym à haut niveau, donc c'est très 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 risqué et j'ai toujours su prendre sur moi. Mais par contre aujourd'hui, je ne sais pas si c'est dû à l'âge, je ne sais pas à quoi c'est dû. J'ai une maladie auto-immune qui touche la thyroïde, mais en hypothyroïdie. Après le Covid, je sais que ça m'a énormément stressée à beaucoup de niveaux. Et là, aujourd'hui, je disais tout à l'heure donc à votre collaborateur que, par exemple, avec mon petit-fils à qui j'essaie de ne pas transmettre ça, je pense plutôt y arriver, mais par contre, ça me poursuit la nuit. Et ça va me réveiller avec des rêves, je ne sais pas comment, morbides, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Du style, je le promène dans le landau à côté d'une rivière et puis la nuit je vais rêver qu'on est tombé, que c'était boueux, que je suis une bonne nageuse mais que je peux pas le rattraper, je passe plus du coup dans ce coin-là. Ça m'empoisonne la vie, quoi, vraiment, vraiment. Donc, oui. voilà. En même temps, vos rêves d'abord n'ont rien de prémonitoire et puis peut-être que c'est aussi une manière de libérer de l'anxiété. Hein, donc c'est pas forcément très, même si c'est pas agréable. Frédéric Fanger, qu'est-ce que vous pouvez déjà dire à Nathalie qui nous écoute? C'est notre cerveau archaïque aussi pendant le sommeil. Donc il y a un côté pas mal, c'est que d'envisager des catastrophes comme ça vous donne aussi le bon côté de l'anxiété, c'est-à-dire de prendre soin de votre petit-fils et quand vous l'accompagnez au bord d'un ruisseau, de ne pas aller trop près. Donc encore une fois, alors évidemment c'est gênant parce que c'est trop présent, mais on préfère une grand-mère un peu trop anxieuse qu'une grand-mère qui laisserait se noyer l'enfant dans le bain en téléphonant à sa copine, comme malheureusement on voit souvent arriver. C'est-à-dire que l'absence d'anxiété est dangereuse. Surtout quand on a des responsabilités envers des enfants ou des petits-enfants. Donc, ne voyez pas votre anxiété uniquement comme un ennemi. Essayez à chaque fois de vous dire, finalement, si ces rêves reviennent, c'est parce que sûrement je suis une bonne grand-mère et j'ai vraiment pas envie qu'il arrive ça à mon petit-fils et donc j'ai envie de le mettre, ou ma petite-fille, je sais pas, j'ai envie de le mettre en sécurité. Maintenant, comme beaucoup d'anxieux, on met trop en sécurité. C'est-à-dire qu'on a beau avoir signé l'assurance, on sait qu'on est assuré, que si on meurt, nos enfants toucheront des sous. On continue quand même à avoir peur de mourir, à aller chez le médecin toutes les 2 secondes quand on fait de l'hypocondrie. Je pense à des patients en vous racontant ça. C'est-à-dire que le problème, c'est que l'anxieux, il est jamais vraiment rassuré. Au départ, il a les bonnes attitudes. L'attitude de rassurance est bonne parce qu'elle protège. Elle le protège lui, elle protège les autres. Le problème, c'est qu'il n'intègre pas cette rassurance. Il se dit pas à un moment donné, j'ai pris tous les moyens pour que mon petit-fils n'ait pas d'accident. Après, la vie, c'est la vie. Peut-être qu'il aura un accident. D'ailleurs, je serai peut-être plus là ou ça n'aura rien à voir avec moi. Mais en tout cas, moi, j'ai rempli ce que j'appelle mon obligation de moyens. Moi, je dis toujours aux gens, vous n'avez pas une obligation de résultat dans la vie. Vous avez une obligation de moyens. Donnez-vous les moyens. Informez-vous, allez voir des spécialistes s'il faut, mais vous n'êtes pas responsable de l'évolution de votre trouble. Effectivement, je parle de trouble plus que de maladie, comme le soulignait Brigitte tout à l'heure. Et pensez-vous que cela peut venir de mon enfance où j'ai été face à un père qui était violent, où j'ai rencontré la violence et je suis en hyper-vigilance. Et je pense qu'avec l'âge, ça je ne sais pas pourquoi par contre, mais ce serait ce côté hyper-vigilant en fait qui me rend anxieuse. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les traumatismes de l'enfance sont à l'évidence impliqués dans l'anxiété, pas que, on parlait tout à l'heure de tempérament hypersensible. En fait, l'anxiété, ça va se constituer progressivement. Je dois dire que c'est beaucoup de... Moi, je suis pas psychiatre d'enfant, je suis psychiatre d'adulte, mais je dois dire que, comme on constitue la vie des gens, j'ai rencontré avec une très grande fréquence des anxieux adultes qui avaient été anxieux enfants, soit par un tempérament anxieux, on en parlait tout à l'heure, soit effectivement par des traumatismes psychologiques. Ça peut être une violence intrafamiliale. Ce qu'on rencontre aussi souvent... Excusez-moi, je vous redonne la parole, mais je précise, demain on sera avec Bruno Clavier, psychanalyste, et on reviendra sur la question de l'inceste, qui évidemment peut provoquer ensuite énormément d'anxiété. Je vous redonne la parole, Frédéric. D'accord, donc justement ça tombe bien, j'allais parler des traumatismes des cours d'école, qui est probablement un peu moins son sujet, qu'on voit souvent, en particulier en anxiété sociale, avec des gamins qui sont raillés, boudés, mis de côté, moqués, etc. Donc effectivement, c'est un ensemble de facteurs comme ça, à la fois génétiques, éducatifs, traumatiques, qui vont petit à petit constituer. Mais ce qu'il y a, c'est que l'anxieux se conditionne, c'est-à-dire qu'à un moment donné,
il va, comme je l'expliquais tout à l'heure pour Victoria, sentir le monde ou les choses comme dangereuses et se dire je n'ai pas les capacités à faire face. C'est sûr, comme vous le direz certainement demain, que l'enfant, quand il est soumis à des violences, il est dans l'impuissance. Il se dit qu'il n'a pas les capacités à faire face. Après, quand on devient adulte, on n'est plus un enfant, on a les capacités à faire face. Et là, il faut savoir faire face au traumatisme, retrouver les gens traumatisants, leur dire, exprimer notre malaise, apprendre à se défendre et ne plus se retrouver traumatisé, enfin en tout cas le moins possible. Oui, par contre, quand les personnes ne sont plus là, il n'y a que le fait d'aller consulter, parce que si je comprends la situation... Je vais écrire les gens, écrire à leur père, écrire à leur mère, ce qu'ils auraient voulu lui dire ou leur dire lorsqu'ils étaient là. D'accord. Je ne sais pas si vous avez essayé de le faire, ça peut être très utile. Oui, on m'avait proposé effectivement, un hypnothérapeute m'avait proposé de faire ça effectivement, que j'avais fait et que j'ai brûlé. Et après, alors brûler, je ne sais pas, parce que après, ce qu'on peut faire aussi, si vous avez une personne bienveillante autour de vous, c'est une fois que vous avez écrit vos lettres, d'ailleurs je vous conseillerais d'en écrire plusieurs, parce que souvent les premières lettres qui sortent sont extrêmement agressives, et du coup on va se disqualifier nous-mêmes, on a l'impression d'avoir été trop agressif avec l'agresseur. Donc on peut écrire 2 ou 3 lettres avec des versions plus ou moins agressives, et si vous avez une personne bienveillante autour de vous, vous pouvez lui demander de vous lire la lettre à vous, comme si vous étiez le père ou la mère concernée. Et en écoutant ce que vous auriez dit à votre père ou votre mère, vous allez vous-même vous rendre compte, là j'ai bien fait passer mon message, ou là j'ai été trop agressif, et vous réécrivez votre lettre jusqu'à ce que vous trouviez une forme de lettre qui corresponde carrément exactement à ce que vous avez envie de dire, mais sans agresser l'autre. Comme ça, vous n'aurez pas la culpabilité, parce que ce qui empêche les gens de régler les comptes avec les gens qui les ont agressés, c'est souvent leur culpabilité. La culpabilité liée au moment où on était enfant et qu'on se trouvait responsable de tout. Oui, et puis qu'on va garder adulte, souvent. D'accord. Qui est d'ailleurs pas toujours si simple que ça à décoder, Nathalie, cette culpabilité. Mais on sait très bien que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la culpabilité, quelque part, elle nous donne une capacité à croire qu'on avait quand même un peu de contrôle sur les choses. Parce que si on est un peu coupable, c'est qu'on est un peu responsable. Et c'est en ça que c'est quelque chose de très complexe, la culpabilité, alors qu'en fait, on est absolument responsable de rien en tant qu'enfant. Mais avoir de la culpabilité, c'est se redonner un petit peu de redevenir un peu sujet. Vous voyez ? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Et c'est une mauvaise méthode, parce que non, on est responsable de rien, on est totalement objet quand on a été enfant abusé. Pardon, je vous coupe. Je l'ai un peu intégré quand je suis devenue maman. Et là, j'avais dû consulter d'ailleurs un psychiatre pendant 9 mois, pas plus, parce qu'en fait, il connaissait très bien la famille, et c'était le médecin de famille à l'époque, et du coup, je n'acceptais pas ce qui s'était passé, et là, je voulais plus pardonner ce que j'avais trouvé normal, vous voyez, pendant des années. Mais là, ça m'avait vraiment changé. Il y a une chose peut-être que vous pouvez travailler aussi, Nathalie. Vous êtes maintenant grand-mère, j'ai bien compris. Donc vous n'êtes plus maman, et donc il y a peut-être une responsabilité supplémentaire vis-à-vis de votre fille ou de votre fils. Je ne sais pas de qui est ce petit garçon. Oui, tout à fait. Je crois que c'est venu il y a 2 ans à peu près, oui. Oui, et donc ça rajoute une sorte de responsabilité plus angoissante peut-être, et c'est peut-être ça aussi qui a réveillé encore plus d'anxiété. Mais bon, c'est une piste, c'est peut-être pas la bonne. Oui, je pense que ça remonte un peu à ce moment-là. Il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Du coup, je ne sais plus exactement les raisons pour lesquelles je dois essayer d'aller mieux et retrouver le sommeil, surtout parce que c'est... Et puis, on a beau dire, devenir grand-mère, c'est aussi un pas de plus vers la fin de vie. Et on sait très bien que derrière angoisse, anxiété, il y a quand même notre peur de la mort. Bon, après, c'est évidemment des choses très inconscientes qui sont très compliquées à bien analyser. Merci beaucoup, Nathalie. En tout cas, Frédéric Fangé, je vais vous remercier parce que je sais que vous avez un impératif, vous pouvez pas rester avec nous jusqu'à 16h, et on le regrette bien parce que je pense que Laurence aurait bien aimé vous avoir également en soutien. Je rappelle cette bande dessinée, on en a beaucoup parlé, mais elle est vraiment très intéressante et elle peut se lire en famille, on peut l'offrir, on peut la mettre sur la table du salon pour que votre ado se jette dessus. Ça s'appelle Le Club des Anxieux qui se soignent, c'est aux éditions Les Arènes. Merci à vous, Frédéric Fangé,
Fangé. Merci à Catherine Meyer et Pauline Aubry qui sont vos deux collaboratrices pour cette BD. Et puis je vous dis à bientôt, Frédéric Fangé. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous, Brigitte. Et quant à nous, on va se retrouver dans un instant avec un peu de retard avec le Love Conseil. Je vais vous parler de la poussée pelvienne. Tiens, on reviendra sur les mouvements du bassin. Et on en a parlé tout à l'heure pour la respiration. Et puis nous aurons Laurence également qui va nous rejoindre. De Webcam Live, réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors je vais vous parler de cette poussée pelvienne. Alors le pelvien, hein, c'est ce qui se trouve donc en bas du bassin et c'est important parce que pour certaines femmes, c'est en poussant, en faisant donc cette poussée pelvienne au moment du rapport sexuel que peut-être elles vont plus facilement avoir un orgasme. Et d'ailleurs, on ose peu en parler, mais certaines femmes vont découvrir un orgasme lors d'un accouchement, justement parce que tout leur corps est particulièrement les muscles au niveau des organes génitaux sont dans cette action de pousser fort. Alors évidemment, pour s'entraîner, on peut se servir des boules de geisha, mais on peut aussi utiliser un œuf dur en pierre, ou pourquoi pas un œuf à la coque très très cuit. Hein. Mais je conseille plutôt d'y penser lorsque vous avez une relation sexuelle. Essayez de pousser comme si vous vouliez remonter votre pubis vers le pubis de votre partenaire. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais si vous êtes en train d'avoir une relation sexuelle et que vous éternuez, il va y avoir une poussée très forte du bas du ventre et vous allez presque expulser la verge de votre partenaire. Donc on voit bien à quel point il y a une puissance, une énergie dans le vagin et plus on va être consciente de cette énergie, plus on va pousser du plus profond de son ventre, plus on va pouvoir justement être en relation dans la sensation de cette énergie et donc éventuellement avoir de la jouissance. Donc poussez du plus profond de votre ventre, si je puis dire. Et puis vous pouvez également vous aider par la respiration. Par exemple, vous inspirez, vous expirez pendant le rapport sexuel et vous allez voir qu'il se passe quelque chose si vous essayez le plus possible dans ce sentiment de respiration d'être en relation avec ce qui se passe au niveau de votre vagin. Donc c'est vraiment important tout ça, mais ça se fait pas évidemment en une fois. Hein. Il faut s'amuser. Il faut pas que ce soit évidemment au détriment de la relation sexuelle. Il faut en faire un jeu et moi je conseille d'ailleurs d'en parler avec son partenaire pour pas qu'il soit surpris évidemment parce que ça pourrait tout d'un coup lui demander ce qui se passe. Bonjour Laurence, je suis désolée, Frédéric Fangé a dû nous quitter, mais je suis sûre que rien que de parler un petit peu avec moi de votre anxiété, ça va vous faire du bien. Bonjour Laurence. Oui, bonjour. Alors moi, je voulais revenir sur quelque chose qui a été à peine effleuré dans l'émission. C'est quand vous avez parlé de la différence entre stress et anxiété. Alors moi, je viens j'ai un terrain extrêmement anxieux. J'ai grandi avec une maman très anxieuse qui m'a bien transmis la chose. Donc depuis toute petite, j'étais extrêmement anxieuse. Et donc dans mon métier, effectivement, ça jouait avec ce côté contrôle, hyper contrôle de tout ce que je faisais. Et ça m'a amené à faire un burn-out parce que je savais que j'avais cette anxiété, j'avais mis en place des moyens pour la gérer, tout ce qu'on peut imaginer, la relaxation, le sport, le travail en psychothérapie. Et quand j'ai été soumise dans mon métier à un extrême stress, et un stress légitime parce que les conditions de travail étaient extrêmement anxiogènes avec beaucoup d'injonctions contradictoires, paradoxales qui vous mettent en difficulté, j'ai été soumise à un très gros stress que j'ai pris pour de l'anxiété. Ce qui fait que je n'ai pas lutté sur le bon terrain. Oui, vous avez raison, c'est pas la même chose. L'anxiété d'ailleurs provoque pas forcément du burn-out parce que le burn-out c'est justement on est stressé mais on veut continuer comme un bon petit soldat et c'est à un moment donné trop et il y a une sorte d'explosion intérieure. Hein. Le burn-out, son nom, ça veut bien dire qu'à l'intérieur de soi ça explose parce qu'on s'en demande trop et on peut pas fournir. Alors je suis désolée Laurence, on est en fin d'émission, il y a des jours comme ça où c'est pas. Si vous voulez
réagir demain, de toute façon, avec Bruno Clavier, puisqu'on va évoquer l'inceste, mais ça n'a rien à voir évidemment avec votre témoignage, mais il sera tout à fait apte aussi à vous aider à comprendre tout ça. Mais merci de cette précision qui me semble tout à fait intéressante pour conclure cette émission sur l'anxiété. Merci à vous. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Je vous dis à demain. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.